La salle de bal Ashford scintillait de la lumière d'un millier de bougies le soir du 17 mai 1817, leurs flammes se reflétant dans les énormes miroirs dorés qui bordaient les murs crème et or, transformant le vaste espace en un chatoyant écrin pour la société londonienne au plus fort de la saison. Eleanor Whitmore se tenait près de la table des rafraîchissements, ses mains gantées soigneusement jointes à sa taille, sa posture correcte et son expression sereine malgré le poids familier de l'invisibilité qui pesait sur ses épaules comme un châle qu'elle aurait porté trop longtemps. À 24 ans, elle s'était habituée à cette position en marge de tels rassemblements. Ni hôtesse ni beauté, ni chaperon ni débutante. Occupant ce territoire inconfortable réservé aux femmes qui n'avaient même pas réussi à trouver un parti durant leur saison et qui existaient désormais comme des rappels vivants de ce qui arrivait lorsque la beauté et la fortune s'alignaient trop modestement. La musique s'enfla alors que les danseurs passaient dans un flou de soie et de satin, leurs rires vifs et insouciantes, et Eleanor s'accorda un moment de calme observation, trouvant une certaine dignité dans son rôle de témoin plutôt que de participante. Elle avait depuis longtemps fait la paix avec le fait que ses cheveux châtains ternes et ses traits quelconques n'inspireraient jamais de poésie, que sa dot de 3000 livres ne tenterait jamais un gentleman titré, que ses plus grands atouts d'intelligence et de tempérament stable étaient précisément les qualités que la société appréciait le moins pour décorer ses salles de bal. Elle regarda Lady Catherine Ashford tenir sa cour près de l'orchestre, resplendissante dans une soie émeraude, assortie à ses yeux calculateurs, entourée d'admirateurs qui se disputaient son attention et ses faveurs. Il fut un temps où Eleanor ressentait vivement la piqûre de Telsnow, où chaque bal apportait un nouvel espoir qui pouvait se flétrir à la fin de la soirée, mais le temps lui avait appris à ne rien attendre et à éviter ainsi les angles les plus vifs de la déception. C'est donc avec une véritable surprise qu'elle remarqua le capitaine James Langley se détacher d'un groupe d'officiers et s'approcher directement d'elle, son uniforme écarlate impeccable. Son beau visage arborant une expression d'intérêt agréable qui semblait bien trop concentré pour un homme de sa position sociale s'adressant à une femme de la sienne. « Mademoiselle Whitmore », dit-il en s'inclinant avec une aisance qui attira plusieurs regards curieux des matrones voisines. « J'espère que vous me pardonnerez mon audace, mais je trouve la foule plutôt oppressante ce soir, et je me demandais si vous ne ressentiez pas la même chose. » Eleanor sentit la confusion onduler à travers son calme si soigneusement maintenu, incertaine de la manière d'interpréter cette soudaine attention d'un homme qui n'avait jamais reconnu son existence au cours de 2 saisons d'engagements sociaux communs. Elle murmura quelque chose de poli et d'évasif, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui avait motivé cette approche. Quel angle elle ne pouvait encore percevoir. De l'autre côté de la salle de bal, elle entrevit Lady Catherine, les observant avec une expression qui aurait pu être de la satisfaction si Eleanor avait regardé de plus près, si elle avait compris alors ce qu'elle ne découvrirait que trop tard. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Eleanor avait appris l'architecture de la déception. Au cours de 6 longues saisons d'attente décroissante, chaque année s'installant plus fermement dans la certitude que le mariage ne serait pas son destin, qu'elle deviendrait l'une de ces femmes qui s'effacent discrètement dans le rôle de vieille tante, utile pour s'occuper des enfants et gérer les maisonnées, mais jamais au centre de sa propre histoire. Sa mère, Margaret, lui rappelait avec un désespoir croissant que le modeste héritage de sa grand-mère ne durerait pas éternellement, que 3000 livres étaient respectables, mais à peine suffisantes pour assurer son indépendance, que sans mari, l'avenir d'Eleanor signifiait la dépendance à la charité de parents, ou la sombre perspective de devenir gouvernante, troquant une forme d'invisibilité pour une autre encore moins confortable.
Sa sœur cadette Sophia, âgée de seulement 19 ans et dotée de la jolie blondeur qui avait inexplicablement sauté Eleanor, observait avec des yeux troublés chaque saison passée sans succès. Ses propres débuts, retardés par l'insistance de leur mère pour que la fille aînée se marie d'abord. Bien que tout le monde comprenne qu'il s'agissait d'une formalité qui serait bientôt abandonnée pour assurer au moins un mariage avantageux pour la famille. Eleanor sentait le poids d'être un obstacle au bonheur de sa sœur, aussi vivement qu'elle ressentait son propre échec, une autre couche de honte ajoutée aux lourds sédiments accumulés au fil des années, à être ignorée, délaissée, jugée insuffisante par le calcul exigeant du marché du mariage qui valorisait la beauté et la fortune par-dessus tout et la trouvait dépourvue des deux. L'attention continue du capitaine Langley tout au long de la soirée semblait de plus en plus déplacée, ses compliments trop effusifs, sa proximité trop familière, ses suggestions de s'échapper de la chaleur étouffante de la salle de bal pour l'air plus frais du conservatoire, livrées avec une insistance qui fit murmurer à l'instinct affûté d'Eleanor des avertissements qu'elle ne parvenait pas tout à fait à articuler. Elle refusa 2 fois, invoquant la bienséance et l'inconvenance de se retrouver seule avec un gentleman, mais il balaya ses inquiétudes d'un rire en l'assurant que le conservatoire était visible de la terrasse, que des dizaines d'invités y prenaient net l'air, qu'une femme de sa maturité n'avait certainement pas à s'inquiéter d'un chaperon comme une débutante nerveuse. L'insulte subtile nichée dans cette dernière observation, le rappel de son âge et de son statut de célibataire, produisit l'effet escompté, faisant paraître sa réticence ridicule et provinciale, la prudence excessive d'une femme qui n'avait aucune raison de garder une réputation sans valeur particulière. Elle se sentit acceptée alors même qu'un malaise lui piquait le dos, se sentit le suivre à travers les portes-fenêtres jusqu'à la terrasse, puis descendre les marches de pierre vers le palais de verre du conservatoire qui luisait de la lumière des lampes sur fond de jardin sombre. Sentit la douce soirée de mai l'envelopper comme une étreinte suffocante, et comprit trop tard qu'elle marchait vers quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer, mais qu'elle craignait déjà. Le conservatoire enveloppa Eleanor comme une étreinte humide, dès l'instant où ils franchirent ses portes vitrées, l'air épais du parfum de jasmin de nuit et de la richesse terreuse du sol humide. Des fougères exotiques tombant en cascades de jardinières en laiton, tandis que des orangers s'étiraient vers le plafond de verre où le clair de lune filtrait en motifs géométriques argentés qui tachetaient le sol carrelé d'ombres mouvantes. Elle avait pensé y trouver d'autres invités, cherchant l'air frais, comme le capitaine Langley l'avait promis. Mais l'espace était vide, à l'exception des plantes qui se pressaient de chaque côté du étroit chemin de gravier, créant une intimité troublante qu'elle n'avait pas anticipée et qui fit s'embraser à nouveau ses instincts d'avertissement, même si elle se disait qu'elle était sotte, que rien de fâcheux ne pouvait sûrement arriver dans un conservatoire attenant à une salle de bal pleine d'invités à quelques pas de là. Le capitaine Langley désigna un banc de pierre près d'un palmier imposant, suggérant qu'il se repose un instant, mais avant qu'Eleanor ne puisse répondre ou reculer, tout son comportement changea avec une soudaineté qui lui coupa le souffle, l'expression agréable glissant de son visage pour révéler quelque chose de calculateur et de froid en dessous, tandis que sa main jaillissait pour capturer la sienne, avec une poigne trop forte, trop insistante, la tirant vers lui avec une force qui la fit trébucher contre sa poitrine. « Mademoiselle Whitmore, vous comprenez sûrement à quoi vos encouragements ont mené, » dit-il, sa voix assez forte pour porter au-delà des murs de verre, sa main libre se posant sur sa taille avec une familiarité qui lui donna la chair de poule de révulsion et de choc. Elle se recula de toutes ses forces, sa voix trouvant enfin le chemin d'une protestation vive, disant qu'il se trompait, qu'elle n'avait rien encouragé, qu'il devait la relâcher immédiatement, mais il ne fit que resserrer sa prise et la tira encore plus près, son visage descendant vers le sien dans une parodie grotesque de passion qui fit cristalliser sa compréhension avec une clarté écœurante. C'était une performance, et elle n'était pas le public,
mais l'accessoire d'une pièce de théâtre écrite sans sa connaissance ni son consentement. Avant qu'elle ne puisse crier, frapper ou s'échapper de son emprise, les portes du conservatoire s'ouvrirent avec une telle force qu'elles heurtèrent les parois de verre, et la lumière inonda l'espace, alors que Lady Catherine Ashford entrait, suivie de sa mère la comtesse douairière et d'un flot d'invités portant des lampes qui brillaient d'une cruauté soudainement révélatrice, transformant l'obscurité intime en une scène où Eleanor se tenait dans les bras du capitaine Langley, dans un tableau qui ne pouvait être interprété que d'une seule manière, par le jugement impitoyable de la société. Eleanor Whitmore, la voix de Lady Catherine résonna d'un choc triomphant parfaitement calibré pour un effet maximal que signifie cette démonstration scandaleuse, et Eleanor comprit avec la force d'un coup physique qu'elle avait été piégée, que chaque moment de cette soirée avait été orchestré vers cet instant précis, que sa ruine avait été conçue avec une précision malveillante et qu'elle y était entrée, avec l'inévitabilité impuissante d'une tragédie grecque. Le halètement collectif qui s'éleva des témoins assemblés frappa Eleanor comme une vague physique, suivi immédiatement par le sifflement chuchoté qui accompagne toujours le scandale. Ce sont serpentins des réputations dévorées en temps réel, et elle resta figée dans l'étreinte du capitaine Langley pendant un moment infini avant qu'il ne la relâche avec une telle force soudaine qu'elle trébucha en arrière contre les feuilles acérées d'un palmier en pot, la douleur à peine perceptible face à l'agonie plus grande de comprendre ce qui venait de lui être fait et ce que cela signifiait pour chaque aspect de son avenir. Le capitaine Langley recula, les mains levées dans un geste d'innocence choquée qui aurait été risible si Eleanor avait eu la capacité de rire à ce moment-là. Son visage se composant en une expression de consternation perplexe, alors qu'il balbutiait des excuses et des protestations, disant qu'il avait mal compris. Que mademoiselle Whitmore avait semblé l'encourager, qu'elle avait sûrement indiqué, ces mots s'évanouissant dans une confusion calculée qui rejetait entièrement la faute sur elle, tout en maintenant son propre vernis d'honneur de gentleman compromis par la tromperie féminine. Lady Catherine s'avança dans le conservatoire, la lumière du triomphe brillant dans ses yeux, sa voix tranchant à travers les chuchotements avec des proclamations sur un comportement choquant et des démonstrations scandaleuses sur ce que les familles respectables devaient endurer de la part des arrivistes qui utiliseraient n'importe quel moyen pour piéger des officiers de bonne famille, et Eleanor entendit l'histoire s'écrire en temps réel. Le récit qui la définirait dans la mémoire de la société étant composé avec une efficacité vicieuse par une femme dont elle ne savait même pas qu'elle avait mérité la haine, jusqu'à ce que ce moment la révèle dans toute sa cruauté calculée. Les autres invités se pressèrent avec la faim avide de ceux qui étaient tombés sur un divertissement bien plus palpitant que n'importe quelle distraction de salle de bal ne pourrait offrir, leurs visages reflétant divers degrés de choc, de plaisir et de jugement, les jeunes dames haletant derrière des mains gantées, tandis que leurs mères regardaient avec une désapprobation sévère qui dissimulait à peine leur satisfaction de voir une autre femme ruinée, leur propre fille ainsi rehaussée par comparaison. Les gentlemen observant avec des sourires entendus qui suggéraient qu'Eleanor avait simplement été prise à un jeu que toutes les femmes jouaient et qu'elle avait perdu par manque de ruse. À travers la foule qui se pressait de plus en plus près, attirée par le scandale comme des papillons de nuit par une flamme, Eleanor vit une silhouette se tenant à l'écart, près de l'entrée du conservatoire. Un homme grand aux cheveux sombres, argentés aux tempes, qui ne fit aucun mouvement pour rejoindre la cohue, mais observait simplement la scène, avec une expression qu'Eleanor ne put déchiffrer à cette distance, et à travers ses larmes, et elle réalisa avec un sursaut de reconnaissance qui perça même son écrasante mortification que c'était le duc Alexander Thornhill, peut-être le parti le plus désirable et certainement l'homme le plus avisé de la société londonienne. Un homme qui lui avait parlé exactement 3 fois en 2 saisons lors de divers événements où leurs chemins s'étaient croisés, de brefs échanges sur les livres
et le temps qu'elle avait chéri bien au-delà de leur signification, parce qu'il l'avait regardée comme si elle existait, comme si ses mots méritaient attention. Ses yeux gris rencontrèrent les siens à travers l'espace de verre brisé, de fleurs écrasées et de témoins malveillants, et à cet instant, Eleanor vit quelque chose dans son expression qui ressemblait presque à de la compréhension, ou peut-être de la pitié, et le poids d'être vue dans sa dégradation absolue par le seul homme dont elle avait secrètement espéré l'estime sans jamais admettre un tel espoir, même à elle-même, s'avéra être le dernier ajout insupportable à son fardeau de honte. Elle se retourna et s'enfuit à travers la foule qui s'écarta devant elle comme l'eau autour d'une pierre, courut hors du conservatoire et à travers les jardins sans penser à son châle, à sa réticule ou à quoi que ce soit d'autre que la fuite, ses chaussons glissant sur les chemins de gravier alors qu'elle se dirigeait vers la rue où elle priait que leur voiture attende, le son des rires et des exclamations choquées la suivant dans la nuit comme des chiens de chasse sur la piste d'une proie blessée. Le trajet en voiture jusqu'à la maison se déroula dans un flou de lampadaires et d'ombres. Eleanor blottit dans son coin, les bras enroulés autour d'elle, tandis que sa mère était assise en face d'elle dans un silence terrible, d'une certaine manière pire que ne l'auraient été des cris. L'air chargé d'accusations, d'incrédulité et de quelque chose qui approchait le deuil pour l'avenir d'une fille anéantie en l'espace de 10 minutes, dans un conservatoire qui sentait le jasmin et la trahison. Lorsqu'elles arrivèrent à la modeste demeure des Whitmore sur Cavendish Square, Eleanor sortit en titubant de la voiture et monta les marches sans attendre d'aide, sa seule pensée étant d'atteindre le sanctuaire de sa chambre avant que le poids de ce qui s'était passé ne l'écrase entièrement, mais son père sortit de son bureau alors qu'elle traversait le hall d'entrée, son visage gris et vieilli de 10 ans, en l'espace d'une seule soirée, ses yeux rencontrant les siens, avec une question qu'il ne pouvait formuler et à laquelle elle ne pouvait répondre. Sauf en secouant la tête dans un déni muet, qui ne signifiait rien face au témoignage d'une douzaine de témoins qu'il avait vus dans les bras du capitaine Langley. Sa mère se mit alors à pleurer, de grands sanglots saccadés qui résonnèrent dans toute la maison et amenèrent les domestiques à se glisser aux portes pour assister à la disgrâce de la famille. Et Eleanor se sentit se fragmenter sous le poids accumulé des larmes de sa mère, du silence de son père et de la certitude qu'au matin, tout Londres connaîtrait son nom et sa honte. Sophia apparut en haut de l'escalier dans sa chemise de nuit, ses cheveux sombres détachés sur ses épaules, âgée de seulement 19 ans, et encore innocente de la cruauté désinvolte que la société pouvait infliger, et elle descendit vers Eleanor sans hésitation, malgré les protestations de leur mère, enlaçant sa sœur aînée et la guidant jusqu'à sa chambre où elle l'aida à se défaire de la belle robe de soie bronze qui serait à jamais associée à ce désastre, défaisant ses cheveux et apportant de l'eau pour laver les larmes et les dernières strass de la toilette soignée qui avait été destinée à aider Eleanor à tirer le meilleur parti de ses modestes charmes, mais qu'il avait plutôt transformé en un meilleur trophée pour la vengeance de Lady Catherine. Durant les longues heures de cette nuit, Sophia s'assit près du lit d'Eleanor et lui tint la main pendant qu'Eleanor fixait le plafond et essayait de comprendre comment elle était devenue l'instrument de la malice de quelqu'un d'autre, comment son invisibilité même l'avait rendue utile à des fins qu'elle n'avait jamais imaginées. Et lentement les pièces s'assemblèrent en une image qu'elle aurait dû voir plus tôt si elle s'était crue assez importante pour valoir la peine d'être utilisée. Elle se souvint maintenant des chuchotements 2 mois plus tôt sur les attentions du capitaine Langley envers la nièce de Lady Catherine, la jolie Isabella Ashford qui devait faire un brillant mariage. Se souvint comment ces attentions avaient cessé brusquement, et comment Isabella avait été vue, l'air pâle et malheureux, lors d'événements ultérieurs, et Eleanor comprit avec une clarté écœurante qu'elle avait été choisie spécifiquement en raison de son insignifiance, car la ruinée punirait le capitaine pour sa défection, tout en ne coûtant à Lady Catherine aucune conséquence sociale, parce qu'Eleanor Whitmore, à 24 ans,
avec sa modeste dot et son visage quelconque, était sacrifiable dans les calculs de ceux qui évoluaient dans les cercles supérieurs. L'aube vint avec une lumière grise qui n'offrait ni réconfort ni solution, seulement la certitude que sa vie telle qu'elle l'avait connue était terminée, qu'aucune famille respectable ne la recevrait, que les perspectives de sa jeune sœur seraient compromises par association, que ses parents porteraient la honte d'une fille ruinée avant même d'avoir pu se marier. Et Eleanor resta dans son lit et sentit toute la mesure de son impuissance dans un monde qui n'entendrait pas sa vérité, face à l'évidence des apparences. Le matin amena des visiteurs à la demeure des Whitmore sur Cavendish Square, mais ils ne vinrent pas avec sympathie ou soutien, mais avec la faim joyeuse de ceux qui avaient senti l'odeur du sang et tournaient maintenant pour assister à l'agonie finale de leur proie, des dames qui n'avaient jamais daigné reconnaître Eleanor, lors d'événements sociaux arrivant maintenant avec leurs filles pour livrer des commentaires acerbes, déguisés en préoccupation, tandis que leurs yeux cataloguaient chaque détail de la détresse de la famille pour le raconter plus tard dans les salons de Mayfair. Eleanor resta dans sa chambre, les rideaux tirés contre la pâle lumière du soleil printanier qui semblait une offense à sa misère, écoutant les bruits de la maison en bas où sa mère recevait le défilé de faux amis avec des justifications de plus en plus frénétiques qui ne convainquaient personne et ne faisaient qu'approfondir l'humiliation de la maisonnée, sa voix montant et se brisant alors qu'elle insistait sur le fait que son Eleanor était une bonne fille, qu'il devait y avoir eu un malentendu, que le capitaine Langley avait sûrement profité d'elle, mais Eleanor pouvait entendre dans les brefs silences qui suivaient chaque protestation l'incrédulité et le rejet de femmes qui avaient déjà décidé de l'histoire et trouvaient les dénégations de Margaret Whitmore pathétiques plutôt que persuasives. Sophia lui apporta du thé qu'Eleanor ne put boire et du pain grillé qui se transforma en cendre dans sa bouche, s'asseyant à ses côtés dans une solidarité silencieuse qui était le seul réconfort disponible dans une situation qui n'admettait aucun véritable réconfort. Et ensemble, elles écoutèrent les roues des voitures dans la rue qui signalaient l'arrivée et le départ de chaque nouveau témoin de la disgrâce de leur famille. L'après-midi s'étira vers le soir, Eleanor prise dans un étrange été suspendu entre la certitude de sa ruine et l'incapacité de comprendre pleinement quelle forme prendrait cette ruine, si sa famille l'enverrait vivre chez des parents à la campagne, où sa présence ne nuirait pas aux perspectives de Sophia, s'il la garderait simplement cachée dans cette maison comme un secret honteux, s'il y avait un avenir possible au-delà des 4 murs de sa chambre, et de la répétition sans fin de ce moment dans le conservatoire où les portes s'étaient ouvertes, et où sa vie s'était brisée comme les vitres au-dessus. Puis, vers 5 heures de l'après-midi, lorsque le flot de visiteurs eut enfin cessé et que la maison fut tombée dans un silence épuisé, le heurtoir en laiton retentit de nouveau avec un rythme autoritaire, différent des coups empressés des colporteurs de ragots, et Eleanor entendit les pas mesurés du majordome dans le hall d'entrée, suivi d'une longue pause, puis de voix basses et urgentes qui portaient une qualité de surprise différente. Sophia alla voir et revint quelques instants plus tard, le visage pâle et les yeux écarquillés de confusion, rapportant que le secrétaire particulier du duc Alexander Thornhill se tenait dans le hall d'entrée, demandant une audience privée avec leur père sur une question de la plus haute importance et discrétion, et la maisonnée avait été plongée dans une totale perplexité. Car que pouvait bien vouloir le duc de Thornhill à Thomas Whitmore, et pourquoi enverrait-il son secrétaire, le jour même, après le scandale qui avait détruit la réputation de la famille Whitmore dans la société? Eleanor entendit les pas lourds de son père dans l'escalier, puis son coup à sa porte, plus doux que d'habitude, presque apologétique, et lorsqu'elle ouvrit, son visage portait une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, un mélange de perplexité et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, mais qui semblait trop fragile pour être nommé dans une maison où l'espoir avait été si complètement éteint la nuit précédente. Il lui demanda de descendre dans son bureau, disant qu'il y avait une affaire qui requérait sa présence.
et ne croisa pas son regard lorsqu'elle demanda quelle affaire pouvait bien nécessiter son avis maintenant que sa ruine était complète. Et Sophia l'aida à enfiler une simple robe de jour d'un gris pâle, qui semblait appropriée pour une jeune fille en disgrâce, tandis que les mains d'Eleanor tremblaient si fort que sa sœur dut lui attacher les boutons. La descente de l'escalier ressemblait à une descente vers le jugement, chaque marche lourde d'appréhension. Et lorsque son père ouvrit la porte du bureau, Eleanor vit le duc Alexander Thornhill debout près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, sa haute silhouette se découpant sur la lumière de l'après-midi. Et le choc de sa présence dans le modeste bureau de son père fut si profonde qu'elle s'arrêta sur le seuil jusqu'à ce que la main douce de son père sur son coude la guide à l'intérieur. Le duc se retourna, et ses yeux rencontrèrent les siens, avec cette même expression indéchiffrable qu'il avait portée la nuit précédente, lorsqu'il était apparu à travers la foule des témoins de sa honte, et il s'inclina avec une formalité parfaite avant de s'adresser à son père d'une voix calme et mesurée, en total décalage avec le chaos qui avait consumé le monde d'Eleanor. Il déclara qu'il avait été présent au bal des Ashford, qu'il avait observé les événements de la soirée précédente avec une grande attention, que ses observations l'avaient conduit à certaines conclusions sur la nature de ce qui s'était passé dans le conservatoire. Et Eleanor sentit son visage brûler d'humiliation que cet homme, ce duc dont les brèves conversations avec elle, lors de 3 événements différents sur 2 saisons, avaient été parmi les rares moments où elle s'était sentie vraiment vue dans la société, soit maintenant en train de raconter les détails de sa disgrâce dans le bureau de son père. Mais ces mots suivants lui coupèrent le souffle, car il affirma avec une certitude absolue que mademoiselle Eleanor Whitmore avait été une participante involontaire à un piège orchestré, qu'il avait observé le capitaine Langley la manœuvrer loin de la salle de bal avec une intention évidente, qu'il avait suivi à une distance discrète et avait été témoin à travers les fenêtres du conservatoire des avances non provoquées du capitaine et de la résistance claire d'Eleanor, qu'il avait vu Lady Catherine et son groupe positionnés et attendant leur signal pour entrer, et qu'il était prêt à déclarer publiquement que mademoiselle Whitmore était entièrement innocente dans une affaire conçue pour la ruiner à des fins qui n'avaient rien à voir avec ses propres actions. Le silence qui suivit cette déclaration fut absolu, son père figé dans son fauteuil et Eleanor debout, la main pressée contre sa gorge, alors que des larmes commençaient à couler sur son visage, non plus des larmes de honte maintenant, mais de quelque chose approchant le soulagement que quelqu'un ait été témoin de la vérité, que ces protestations n'étaient pas simplement les affirmations désespérées d'une jeune fille ruinée, mais étaient confirmées par un témoin dont la parole ne pouvait être rejetée par la société. Puis le duc parla de nouveau, et le monde bascula sur son axe, car il déclara avec la même formalité calme qu'il souhaitait proposer une solution qui restaurerait la réputation de mademoiselle Whitmore et empêcherait tout dommage durable à la position de sa famille. Et la solution qu'il proposa fut le mariage, son mariage avec Eleanor, à célébrer dans la semaine avant que le scandale ne puisse se métastaser au-delà de toute réparation. Eleanor entendit les mots, mais ne put leur donner de sens, son esprit refusant de les agencer en une signification cohérente, car le duc de Thornhill ne pouvait sûrement pas venir de lui proposer le mariage dans le bureau de son père, alors qu'elle se tenait là dans une robe grise marquant sa disgrâce. Le visage encore humide de larmes et la réputation brisée au-delà de toute réparation autre que l'exil ou un célibat permanent dans un village de campagne reculé, où personne ne connaîtrait le scandale qui avait consumé sa vie. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, et son père parlait maintenant, une tremor dans la voix qui révélait à quel point il avait frôlé le désespoir avant que ce salut impossible n'apparaisse à leur porte, demandant au duc s'il était certain, s'il comprenait l'ampleur de ce qu'il offrait, et Alexander Thornhill tourna son regard constant d'Eleanor vers son père, et dit avec une conviction tranquille qu'il n'avait jamais été plus certain de quoi que ce soit dans sa vie. Eleanor retrouva alors sa voix.
bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. En posant la question qui brûlait à travers sa confusion. Pourquoi un duc la sauverait-il alors qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme en Angleterre, des femmes de beauté, de fortune et à la réputation sans tache qui lui apporteraient une alliance et enfant, sans la souillure du scandale? Et ses yeux revinrent vers les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle, alors qu'il expliquait, sur ce même ton mesuré, qu'il l'avait observé pendant 2 saisons lors de diverses assemblées et dîners, où ils avaient échangé de brefs mots sur la littérature, la musique et l'hypocrisie des conventions sociales. Qu'il avait remarqué sa dignité face au mépris de la société, son intelligence qu'elle ne cachait pas derrière de fausses minauderies, sa bonté sincère envers ceux qui lui étaient inférieurs en rang, et qu'il avait pensé, même alors, que mademoiselle Eleanor Whitmore possédait des qualités qui manquaient totalement aux beautés célébrées du grand monde. Il déclara que le jugement de la société à son égard n'était pas seulement injuste, mais révélait la faillite morale d'un système qui valorisait la performance plutôt que le caractère, l'apparence plutôt que la substance, et qu'il voulait une épouse qui serait une véritable partenaire dans la vie plutôt qu'un objet décoratif à exhiber dans les bals et à oublier entre les saisons sociales. Eleanor sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, un mur qu'elle avait construit au fil des années à être ignoré et méprisé. Et elle voulut désespérément le croire, mais l'incrédulité luttait avec l'espoir, car comment cela pouvait-il être réel? Comment la pire nuit de sa vie pouvait-elle se transformer en cette offre impossible d'un homme qu'elle avait admiré de loin, mais qu'elle n'avait jamais imaginé la voir comme autre chose qu'une personne discrète, modérément intelligente, digne d'une brève conversation aimable? Son père acceptait avant même qu'elle ait pu pleinement analyser sa propre réaction, son soulagement et sa gratitude se déversant en des mots qui mêlaient remerciements et excuses pour la modeste dot qu'il pouvait offrir. Mais le duc leva la main et dit que la dot était sans importance, que sa condition pour ce mariage n'était pas financière mais pratique, que le capitaine James Langley devait accepter un poste militaire en Inde et quitter Londres dans la quinzaine. Et Eleanor comprit avec une clarté soudaine que le duc avait l'intention non seulement de la sauver, mais aussi de punir l'homme qui avait été l'instrument de sa ruine. Alexandre se tourna alors vers elle et lui demanda avec une douceur qui faillit la défaire entièrement si elle pouvait consentir à devenir sa femme, si elle pouvait accepter cette solution à des circonstances qu'aucun d'eux n'avait choisies, et Eleanor s'entendit dire oui, bien que sa voix tremblât et que les larmes recommençassent à couler, car que pouvait-elle dire d'autre quand l'alternative était la ruine? Et ce qu'elle ressentait n'était pas une gratitude réticente, mais quelque chose de plus proche de l'émerveillement que cet homme l'ait vraiment vu depuis le début. La semaine qui suivit se déroula à une vitesse qui laissa Eleanor essoufflée et déboussolée. Ses journées consumées par les préparatifs d'un mariage qu'elle pouvait à peine croire être le sien, tandis que ses nuits étaient hantées par un mélange de peur et de gratitude qui s'entremêlaient jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les distinguer. Elle connaissait à peine le duc, avait échangé peut-être une douzaine de brèves conversations avec lui au cours de 2 saisons, lors d'événements où son attention avait semblé être un rayon de soleil inattendu perçant les nuages, mais n'avait jamais suggéré autre chose qu'un respect poli pour une femme modérément intelligente qui lisait les mêmes poètes que lui, et maintenant elle allait devenir sa femme en 7 jours, se tenir à ses côtés et prononcer des vœux qui liraient en sa vie à la sienne d'une manière qu'elle ne pouvait encore comprendre. Sophia fut sa compagne constante durant ces jours déconcertants, l'aidant à trier l'afflux soudain de couturières et de modistes qui apparaissaient comme si elles avaient été convoquées par les ressources du duc, et bien que l'excitation de sa sœur fût sincère, elle était tempérée par une inquiétude qui se manifestait dans la façon dont elle étudiait le visage d'Eleanor quand elle se croyait inobservée, cherchant peut-être des signes d'hystérie ou d'effondrement qui n'arrivèrent jamais vraiment, car Eleanor se trouvait suspendue dans un calme étrange qui ressemblait moins à la paix qu'au choc. Sa mère était passée du désespoir larmoyant
à une joie frénétique en l'espace d'un après-midi. Son soulagement face au sauvetage d'Eleanor de la ruine était si profonde qu'elle ne pouvait parler que du mariage et de l'élévation inimaginable de leur famille, et Eleanor découvrit qu'elle ne supportait pas d'être dans la même pièce que la gratitude de sa mère, car cela lui donnait l'impression d'être un objet sauvé du tas d'ordures plutôt qu'une femme sur le point de se marier. Le 3e jour, un paquet arriva du duc, livré par son secrétaire avec une courtoisie formelle, et quand Eleanor l'ouvrit dans l'intimité de sa petite chambre, elle y trouva 3 livres, leurs reliures en cuir riche et souple sous ses doigts. Et elle reconnut les volumes dont ils avaient brièvement discuté à la soirée musicale de Lady Pemberton 8 mois auparavant. Des œuvres de poésie qu'elle avait mentionnées admirées, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir avec sa modeste allocation. Glissée à l'intérieur du premier volume se trouvait une note d'une écriture audacieuse et anguleuse qu'elle savait maintenant appartenir à Alexander, et elle disait simplement qu'il espérait que ceux-ci pourraient apporter un certain réconfort pendant une semaine difficile et qu'il se réjouissait de nombreuses conversations futures sur les idées qu'ils contenaient, qu'il avait tout espoir que leur mariage puisse être construit sur une base de respect mutuel et de camaraderie intellectuelle, même si les circonstances de son commencement étaient moins qu'idéales. Eleanor lut la note 4 fois, ses doigts traçant les mots comme si elle pouvait décoder une signification plus profonde cachée dans l'encre, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un léger apaisement de la terreur qui l'avait saisie depuis le matin dans le bureau de son père où elle avait dit oui à un homme qui restait en grande partie un mystère. Elle commença alors à se demander qui était vraiment Alexander Thornhill sous le titre et la courtoisie formelle, quelle sorte d'homme pensait à envoyer des livres à une fiancée effrayée plutôt que des bijoux ou des fleurs. Et cette interrogation lui sembla être le premier pas timide vers quelque chose qui pourrait éventuellement devenir de la compréhension, sinon encore de la confiance. Le jour du mariage arriva avec la lumière du matin, qui filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'Eleanor en de pâles flots dorés qui semblaient se moquer de la solennité de l'occasion, car ce n'était pas la célébration joyeuse que la plupart des mariés anticipent, mais plutôt un sauvetage enveloppé de cérémonie, et elle se tenait devant le miroir pendant que Sophia attachait les minuscules boutons de perles le long du dos de sa robe, une robe de soie ivoire que le duc avait commandée à la plus belle modiste de Londres, bien qu'Eleanor n'eût pas été mesurée pour celle-ci, et pourtant elle lui allait comme si elle avait été faite pour son corps seul, épousant sa silhouette modeste, avant de tomber en lignes élégantes jusqu'au sol où la dentelle de Bruxelles s'accumulait comme de l'écume de mer. Ses cheveux avaient été arrangés simplement, car il n'y avait pas de temps pour des préparations élaborées et parce qu'Eleanor ne pouvait supporter l'agitation, des mèches châtain foncé torsadées et épinglées avec quelques petites fleurs que Sophia avait cueillies dans leur modeste jardin ce matin-là. Et quand Eleanor regarda son reflet, elle ne vit pas une mariée radieuse, mais une femme encore à moitié en état de choc, son visage pâle et ses yeux trop grands et ombrés par le manque de sommeil et la confusion. La chapelle était petite et sombre quand ils arrivèrent. Seule la famille immédiate était présente, comme le duc l'avait insisté, car un grand mariage aurait été un spectacle plutôt qu'un salut, et Eleanor remonta la courte allée au bras de son père, ayant l'impression de se déplacer dans l'eau ou dans un rêve, tout étant légèrement irréel et étouffé. Alexander attendait près de l'autel dans un habit bleu foncé de qualité supérieure, qui soulignait la largeur de ses épaules et la beauté austère de ses traits. Et quand Eleanor l'atteignit, et que son père plaça sa main dans la sienne, elle sentit la chaleur et la fermeté de sa prise et l'entendit murmurer si bas que seule elle pouvait l'entendre qu'elle n'avait pas à avoir peur, qu'il ne lui faillirait pas. La cérémonie se déroula avec des mots qu'Eleanor avait entendus à d'autres mariages, mais qui portaient maintenant un poids qui pressait contre sa poitrine comme des pierres. La voix du vicaire entonnant les vœux sacrés qui lieraient sa vie à celle de cet homme, jusqu'à ce que la mort les sépare,
et quand vint le moment de prononcer ses propres promesses, la voix d'Eleanor sortit faible et tremblante, tandis que celle d'Alexander restait stable et sûre, comme s'ils ne possédaient aucun doute sur le pas extraordinaire qu'ils étaient en train de franchir. Elle sentit le glissement frais de l'or lorsqu'il plaça sa bague à son doigt. Un anneau gravé d'un motif complexe de vignes et de feuilles, qui devait appartenir à sa famille depuis des générations, puis le vicaire les prononça mari et femme, et Alexander porta sa main à ses lèvres dans un geste à la fois formel et, d'une certaine manière, tendre. Le déjeuner de noces qui suivit dans la salle à manger exiguë de ses parents fut une affaire maladroite, la conversation guindée et étrange, car que dit-on à un mariage né du scandale et du sauvetage? Mais Alexander le géra avec une grâce qui suggérait qu'il ne ressentait aucun inconfort, parlant chaleureusement à Sophia de ses aquarelles et remerciant la mère d'Eleanor de l'accueillir dans leur famille, bien que tout le monde sût que la gratitude coulait entièrement dans l'autre sens. Eleanor apprit par une conversation chuchotée que le capitaine Langley était déjà parti pour l'Inde 3 jours plus tôt. Ses protestations et objections écrasées sous l'influence du duc et ses menaces froidement livrées qui suggéraient qu'Alexander Thornhill n'était pas un homme qui tolérait ceux qui nuisaient à ce qu'il avait choisi de protéger, et que la fureur de Lady Catherine était devenue le sujet de conversation de tous les salons de Londres, bien que son pouvoir de nuire à Eleanor se fût évaporé au moment où Alexander avait placé sa bague à son doigt. Lorsque le déjeuner se termina enfin, et qu'Alexander aida Eleanor à monter dans sa voiture armoriée pour le voyage vers le Derbyshire, elle s'installa contre les coussins de velours et pensa avec une perplexité qui frisait l'hystérie qu'elle était maintenant une duchesse. Que la jeune fille qui avait été invisible et négligée pendant 24 ans avait été transformée en l'espace de 7 jours en l'une des femmes les plus haut placées d'Angleterre, et elle ne savait pas s'il fallait en rire ou en pleurer, face à l'étrangeté impossible de tout cela. Le voyage vers le Derbyshire commença en silence, Eleanor assise d'un côté de la luxueuse voiture, et Alexander de l'autre, l'espace entre eux semblant plus large que les simples 3 pieds de banquette rembourrés, car il contenait toute sa confusion et sa peur, ainsi que l'étrangeté d'être seule pour la première fois avec l'homme qui était maintenant son mari, et elle garda son regard fixé sur le paysage qui défilait au-delà de la fenêtre, où les rues étroites de Londres cédaient progressivement la place à la campagne. Bien qu'elle enregistrât à peine ce qu'elle voyait, son esprit tourbillonnant de questions qu'elle ne pouvait poser et d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Alexander laissa le silence s'étirer pendant peut-être 20 minutes, son propre regard apparemment occupé par des documents qu'il avait sortis d'une mallette en cuir, mais ensuite il mit les papiers de côté avec un soin délibéré et s'éclaircit doucement la gorge, et quand Eleanor le regarda avec des yeux surpris, il sourit d'une manière qui semblait destinée à rassurer, plutôt qu'à intimider. Il lui demanda si elle avait commencé les volumes de poésie qu'il lui avait envoyés, sa voix portant un intérêt sincère plutôt qu'une simple politesse. Et Eleanor se trouva à répondre plus facilement qu'elle ne s'y était attendue. Admettant qu'elle avait lu plusieurs poèmes du recueil de Byron et les avait trouvés à la fois beaux et troublants dans leur intensité. Cela déclencha une conversation qui commença prudemment, mais prit de l'ampleur à mesure qu'ils découvraient que leur réaction à la littérature s'alignait de manière inattendue, Alexander révélant qu'il avait toujours trouvé l'œuvre de Byron fascinante, précisément en raison de sa volonté d'examiner les recoins les plus sombres du sentiment humain, et Eleanor s'aventurant à opiner que peut-être l'obscurité reconnue était moins dangereuse que l'obscurité niée, ce qui fit qu'Alexander la regarda avec une expression d'une telle approbation qu'elle sentit la chaleur monter à ses joues. Les kilomètres passèrent alors plus facilement, leur conversation allant de la poésie à la philosophie, en passant par la question de savoir si les nouvelles méthodes agricoles promues par les réformateurs profiteraient vraiment aux fermiers locataires ou ne feraient que remplir les poches des propriétaires terriens, et Eleanor fut étonnée de découvrir qu'Alexander non seulement accueillait ses opinions, mais semblait les considérer sincèrement, posant des questions de suivi
qui suggérait qu'il valorisait l'intelligence plutôt que l'accord. À un moment donné, lors d'une discussion sur la gestion du domaine, il dit doucement qu'il l'avait observée plus longtemps qu'elle ne le savait, qu'au cours de 2 saisons, il avait remarqué sa force tranquille et la façon dont elle maintenait sa dignité, même quand la société la regardait comme si elle était invisible, et qu'il avait longtemps pensé que le grand monde était sot de ne pas reconnaître la valeur authentique quand elle se tenait devant eux dans une simple mousseline plutôt que dans des soies élaborées. Eleanor le fixa, incrédule, la gorge serrée par une émotion qu'elle ne pouvait exprimer, car personne n'avait jamais suggéré auparavant que son invisibilité était l'échec de la société plutôt que sa propre inadéquation, et elle sentit quelque chose se fissurer en elle, un espace pour l'espoir dont elle ignorait l'existence. Son incrédulité commença alors à céder la place à une curiosité prudente, une interrogation sur la nature de ce duc et sur ce que leur vie ensemble pourrait devenir, et quand la voiture tourna enfin sur une longue allée bordée d'arbres et qu'Alexander dit doucement qu'ils étaient chez eux, Eleanor regarda devant elle pour voir une grande maison de pierre dorée s'élever devant eux, tout en proportions élégantes et fenêtres à meneaux qui captaient la lumière de l'après-midi, et elle comprit avec une force écrasante que ce lieu magnifique et impossible était maintenant le sien, qu'elle était la maîtresse d'un domaine si grand qu'elle n'aurait jamais pu rêver y entrer autrement qu'en visiteuse émerveillée. Et l'ampleur de sa transformation, de femme discrète et négligée à duchesse de Thornhill, la laissa essoufflée et étourdie, un mélange d'émerveillement et de terreur si intense qu'elle ne pouvait dire où l'un finissait et l'autre commençait. Les premiers jours à Thornhill se déroulèrent avec une douceur qu'Eleanor n'avait pas anticipée, commençant dès le premier soir lorsque Alexander la guida à travers la grande maison et qu'elle se prépara au moment où il lui montrerait sa chambre à coucher et où les devoirs du mariage commenceraient, mais au lieu de cela, il s'arrêta devant un ensemble de portes doubles et dit doucement que c'étaient ses appartements privés, qu'elle devait les considérer comme son sanctuaire, où elle n'aurait jamais à craindre d'intrusion. Et lorsqu'il ouvrit les portes, Eleanor se retrouva à regarder des pièces décorées dans des tons de bleu doux et de crème, avec des fenêtres donnant sur les roseraies, et un salon équipé de fauteuils confortables et d'étagères déjà prêtes pour les livres qu'elle collectionnerait. Il expliqua avec un soin qui suggérait qu'il avait longuement réfléchi à la question que ses propres appartements se trouvaient dans l'aile opposée, qu'il croyait qu'ils avaient tous deux besoin de temps pour s'adapter à ce mariage soudain, et qu'il ne la presserait jamais pour des intimités qu'elle n'était pas prête à offrir. Ce qui laissa Eleanor avec un mélange confus de soulagement et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer, tandis qu'elle le remerciait d'une voix devenue faible d'émotion. Le lendemain matin, Alexander apparut au petit déjeuner et lui demanda si elle aimerait voir la bibliothèque, et quand Eleanor acquiesça, il la guida à travers des couloirs ornés de portraits d'ancêtres sévères, jusqu'à une magnifique pièce qui s'étendait sur 40 pieds de long, avec des murs garnis du sol au plafond de plus de volumes qu'elle n'avait imaginé en exister dans une seule collection privée, des reliures en cuir dans des tons de brun, de vert et de bordeaux, l'odeur de vieux papier, de cuir et de cire d'abeille remplissant l'air, et Alexander lui dit avec un plaisir évident que tout cela était maintenant à elle, à explorer comme elle le souhaitait, qu'il espérait qu'elle considérerait la bibliothèque comme un espace partagé où ils pourraient passer des soirées tranquilles ensemble. Plus tard le même jour, il la conduisit à travers les jardins, où les fleurs de fin de printemps s'épanouissaient en profusion, des tulipes, des roses précoces et des parterres de lavande commençant à se teinter de violet, et il mentionna presque timidement que les jardins avaient été plutôt négligés depuis la mort de sa mère, 5 ans auparavant, que si Eleanor était intéressée à les redessiner, elle devait considérer l'espace comme entièrement son domaine, et il s'assurerait qu'elle dispose de toutes les ressources et du personnel nécessaires. Eleanor rencontra l'intendante, Madame Pembroke, cet après-midi-là, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux mains capables,
qui ne montra aucun signe de jugement ou de curiosité sur les circonstances scandaleuses du mariage, mais accueillit au contraire Eleanor chaleureusement et fit clairement savoir que le personnel de la maison était prêt à servir leur nouvelle duchesse avec loyauté et respect. Les jours s'installèrent dans une routine qui permit à Eleanor de relâcher lentement la peur tenace qu'elle avait portée. Les matinées passées à explorer la maison et le domaine, les après-midi souvent dans la bibliothèque où Alexander la rejoignait, et ils lisaient dans un silence complice ou discutaient de ce qu'ils avaient découvert dans leurs livres, et les soirées au dîner où la conversation était variée et où Eleanor se retrouvait à parler plus librement qu'elle ne l'avait jamais fait. Car Alexander écoutait avec une attention sincère et posait des questions qui montraient qu'il appréciait ses pensées. Elle commença à remarquer de petites choses chez lui. La façon dont il se frottait la tempe quand il était fatigué, comment il souriait légèrement quand il était amusé, même s'il ne riait pas, la considération qu'il témoignait à chaque serviteur, et lors d'un dîner, alors qu'il parlait doucement de la solitude de sa position depuis qu'il avait hérité du titre à 25 ans et du poids des responsabilités qui laissaient un peu de place à une connexion authentique, Eleanor sentit son cœur se contracter d'une sympathie inattendue et se demanda si peut-être ils n'étaient pas tous deux des personnes solitaires qui avaient trouvé dans ce mariage étrange une opportunité pour quelque chose qu'aucun des deux n'avait osé espérer. Le lien grandissant entre eux s'approfondit à travers de petits moments qui s'accumulèrent comme des pièces dans une bourse, jusqu'à ce qu'Eleanor se retrouve riche d'une monnaie qu'elle n'avait jamais possédée auparavant, celle d'être vraiment vue et appréciée. Cela commença peut-être une semaine après leur arrivée à Thornhill, lorsque, pendant le petit déjeuner, Alexander lui demanda si elle pouvait l'accompagner lors de sa tournée matinale du domaine, car il souhaitait connaître son avis sur un différend entre deux fermiers locataires concernant les droits d'eau, et Eleanor le fixa, confuse, car personne ne lui avait jamais demandé son opinion sur des questions d'importance. Elle l'accompagna cependant, montant dans le petit cabriolet qu'il conduisait lui-même plutôt que dans la voiture formelle, et alors qu'il parcourait les chemins entre les champs verts de la croissance du début de l'été, Alexander expliqua la situation avec des détails soignés qui suggéraient qu'il la croyait capable de comprendre la complexité, et lorsqu'il lui demanda ce qu'elle en pensait, Eleanor se retrouva à offrir une observation sur le compromis et le bénéfice mutuel qui fit sourire Alexander avec une telle approbation qu'elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine comme du vin. Après cela, il sollicita régulièrement ses conseils sur les affaires du domaine, grandes et petites, lui demandant son point de vue sur tout, de l'agrandissement prévu de l'école du village, à la question de savoir si la ferme du domaine devait expérimenter de nouvelles méthodes de rotation des cultures, et Eleanor découvrit qu'il valorisait l'intelligence plutôt que la convention et semblait peser sincèrement ses suggestions plutôt que de simplement lui faire plaisir. Ils prirent l'habitude de longues promenades dans les jardins en fin d'après-midi, lorsque les affaires d'Alexander étaient terminées, discutant non seulement de questions pratiques, mais aussi d'idées tirées de leur lecture, débattant de philosophie, de politique et de la nature de l'obligation sociale, et Eleanor se sentit s'épanouir comme les roses qui fleurissaient le long des murs du jardin, ses pétales s'ouvrant à la lumière du soleil, après des années passées à rester fermement closes contre le vent froid du mépris. Elle commença à parler plus librement, à offrir des opinions sans la censure interne constante qui avait marqué ses interactions avec la société. Et elle regarda Alexander la regarder avec une expression qui suggérait qu'il trouvait sa conversation non seulement tolérable, mais véritablement captivante, ce qui semblait impossible, et pourtant se révélait vrai jour après jour. Un après-midi, peut-être 3 semaines après leur mariage, ils se trouvaient tous deux dans la bibliothèque, tendant la main vers le même volume sur l'étagère supérieure, un traité sur la réforme agricole qu'Alexander avait mentionné vouloir consulter et qu'Eleanor était curieuse d'examiner. Et leurs mains se rencontrèrent sur le dos en cuir du livre. Eleanor ressentit une secousse de sensation,
comme si elle touchait du métal après avoir marché sur un épais tapis en hiver, électrique et surprenante. Et elle leva les yeux pour trouver Alexander la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle, car sa retenue, soigneusement maintenue, semblait soudainement fragile, et elle pouvait voir dans ses yeux gris quelque chose qui ressemblait remarquablement à du désir. Il recula après un moment qui s'étira plus longtemps que la bienséance ne l'aurait permis, s'éclaircissant de la gorge et lui faisant signe de prendre le livre, mais son regard resta clair, et Eleanor sentit son cœur gardé, qui avait appris au fil des années de déception à ne rien attendre, commencer à s'entr'ouvrir légèrement, admettant la dangereuse possibilité que peut-être ce mariage né du scandale et de la nécessité pourrait devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer, en prononçant ses vœux contraignants. La lettre arriva un mardi matin de fin juin, alors que les roses qu'Eleanor avait commencé à soigner atteignaient leur pleine gloire, et qu'elle commençait à croire que le pire était vraiment derrière elle, que le bonheur fragile qui grandissait entre elle et Alexander pourrait s'épanouir sans être dérangé. Mais l'enveloppe de couleur crème, avec son cachet de la poste de Londres et l'écriture qu'elle reconnut comme celle de l'amie de sa mère, Lady St. Clair, aurait dû l'avertir que le poison du scandale avait une longue portée. Eleanor l'ouvrit dans le salon du matin, où la lumière du soleil entrait à flots par de hautes fenêtres et illuminait l'écriture soignée, qui commençait par une fausse sympathie avant de livrer son véritable but. La nouvelle que Lady Catherine Ashford tenait salon à Londres et répandait une version particulière des événements qui dépeignait le duc comme un imbécile don quichotesque qui avait épousé Eleanor par chevalerie mal placée et pitié. Que le mariage était compris par toutes les personnes avisées comme un arrangement de façade où le duc maintenait ses véritables intérêts ailleurs, tandis que sa malheureuse épouse vivait en exil isolé dans son domaine de campagne, et Lady St. Clair écrivait qu'elle pensait qu'Eleanor devait savoir ce qui se disait, bien qu'elle-même, bien sûr, n'accordât aucun crédit à de tels commérages. Les mots se brouillèrent devant les yeux d'Eleanor, alors que la honte familière lui montait à la gorge comme de la bile, la vieille certitude qu'elle était d'une manière ou d'une autre fondamentalement indigne, s'abattant de nouveau sur la confiance qu'elle avait si soigneusement bâtie, car, bien sûr, il était logique qu'Alexander l'ait épousée par devoir et compassion plutôt que par un véritable attachement, que sa gentillesse fût le comportement d'un homme de principe envers une obligation plutôt que l'attention d'un mari envers une épouse qu'il avait choisie, et elle se sentit se retirer dans le petit espace froid qu'elle avait habité pendant tant d'années avant qu'Alexander ne l'ait brièvement attirée vers la chaleur. Elle ne descendit pas pour le déjeuner, en voyant dire qu'elle avait mal à la tête, et elle évita la bibliothèque cet après-midi-là, et fit sa promenade seule, plutôt que d'attendre qu'Alexander la rejoigne comme c'était devenu leur coutume. Mais il la trouva quand même dans la roseraie, alors que le soleil dorait la fin de l'après-midi, et lui demanda avec une inquiétude immédiate ce qui l'avait affligé, car il avait remarqué son absence et son retrait. Eleanor tenta de minimiser la chose, ne voulant pas révéler la profondeur de sa honte, mais Alexander insista avec une douce persistance, jusqu'à ce que finalement, elle sorte la lettre de sa poche, où elle reposait comme une pierre, et la lui tende sans le regarder, attendant qu'il rit, offre des platitudes, ou pire encore, confirme par des mots choisis que les commérages contenaient une part de vérité. Au lieu de cela, elle entendit le bruissement du papier, puis un silence qui s'étira jusqu'à ce qu'elle lève les yeux pour voir son visage transformé par une colère qu'elle n'avait jamais vue, ses yeux gris devenus durs comme la glace d'hiver et sa mâchoire serrée, et il dit d'une voix qui tremblait légèrement qu'il aimerait savoir qui avait donné à Lady Catherine Ashford le droit de parler de son mariage, de sa femme, ou des raisons de tout ce qu'il choisissait de faire. Il s'approcha d'Eleanor et lui prit les mains, sans se soucier d'un serviteur qui pourrait les observer, et lui dit avec une intensité féroce qui enfonçait chaque mot comme un clou, qu'il ne l'avait pas épousée par pitié ou par devoir, mais parce qu'en 2 saisons à l'observer naviguer avec une digne quiétude face au mépris de la société,
Il avait vu en elle plus de valeur véritable que dans toutes les beautés célébrées qui se donnaient un temps spectacle pour attirer l'attention, qu'il l'avait épousée parce qu'il voulait une femme possédant intelligence, caractère et la force de rester bienveillante face à la cruauté, et que si elle croyait un seul instant qu'il considérait leur mariage comme autre chose que la plus grande chance de sa vie, alors il avait totalement échoué à lui montrer ce qu'elle signifiait pour lui. La déclaration d'Alexander dans la roseraie changea quelque chose de fondamental entre eux, mais elle cristallisa aussi en lui une résolution qui devint évidente le lendemain matin lorsqu'il rejoignit Eleanor pour le petit déjeuner et annonça avec une calme détermination qu'ils retourneraient à Londres pour le reste de la saison, car elle méritait de tenir la tête haute en tant que sa duchesse. Et il ne permettrait pas que le poison de Lady Catherine reste sans réponse, ni que la société croie un seul instant que leur mariage était autre chose que ce qu'il était vraiment. Eleanor sentit la terreur lui monter à la gorge à l'idée d'affronter les salons et les salles de bal où elle avait été méprisée, où le scandale s'était déroulé, où même maintenant son nom était sûrement chuchoté avec des regards entendus et des rires cruels. Mais Alexander tendit la main à travers la table, prit la sienne, et lui dit qu'elle n'y ferait pas face seule, qu'elle entrerait dans chaque pièce à son bras, avec tout le poids de son titre et de son estime, montrant clairement à quiconque avait des yeux qu'il se considérait comme le plus chanceux des deux dans leur union. Les préparatifs pour Londres commencèrent immédiatement, malgré la réticence tremblante d'Eleanor, et Alexander se révéla non seulement son mari, mais aussi son allié et son défenseur, passant des heures à la former aux arts subtils de la navigation sociale depuis une position de pouvoir plutôt que de vulnérabilité, lui apprenant comment une duchesse pouvait faire taire les commérages d'un sourcil levé ou d'un regard froid, comment manier son importance à la fois comme bouclier et comme épée, comment se déplacer dans les pièces comme si elles lui appartenaient, car à bien des égards, c'était maintenant le cas. Il fut patient avec ses peurs, mais insista doucement sur le fait qu'elle possédait plus de force qu'elle ne s'en créditait, et Eleanor se surprit à puiser dans des réserves de courage dont elle ignorait l'existence, soutenue par sa confiance inébranlable en elle. Elle l'observa pendant ses jours de préparation, remarqua comment il parlait d'elle à son intendant, à son secrétaire, et au personnel avec une fierté qui semblait entièrement sincère, comment il la consultait sur chaque détail de l'organisation de leur maisonnée londonienne, comme si ses préférences comptaient profondément pour lui, comment ses yeux la suivaient quand il pensait qu'elle ne regardait pas, avec une expression qui faisait battre son cœur, et elle réalisa, avec un sentiment de vertige, qu'elle n'était plus simplement reconnaissante envers cet homme ou prudemment optimiste quant à leur partenariat, mais qu'elle était en train de tomber amoureuse de son mari, véritablement et profondément amoureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais cru pouvoir expérimenter. Cette prise de conscience la terrifia presque autant que la perspective d'affronter la société londonienne, car l'amour rend vulnérable et elle craignait que, malgré sa déclaration passionnée, Alexander la voie encore fondamentalement comme une obligation noblement entreprise, une femme qu'il avait sauvée et qu'il traitait maintenant avec une gentillesse de principe, mais qu'il ne pourrait jamais vraiment aimer en retour. Et la pensée de l'aimer, tout en se croyant simplement son devoir, lui semblait une torture particulièrement exquise qu'Eleanor ne pouvait néanmoins empêcher, car son cœur avait apparemment décidé d'ignorer toutes ses prudentes défenses. Leur retour à Londres à la mi-juillet coïncida avec le point culminant de la saison, lorsque chaque salle de bal flamboyait de chandelles et que chaque salon bourdonnait de commérages. Alexander avait obtenu leur invitation au bal des Pemberton, qui était considéré comme l'un des événements majeurs de l'été, où se rassembleraient toutes les figures les plus influentes de la société. Eleanor se tenait dans la chambre de leur demeure londonienne, se sentant sur le point d'être malade, alors que sa femme de chambre attachait les derniers crochets d'une robe de soie saphir profonde qu'Alexander avait commandée à la meilleure modiste de Londres, une robe coupée à la dernière mode qui la rendait presque belle, ou du moins frappante, d'une manière que ses précédentes robes modestes
n'avait jamais réussi à faire. Alexander apparut à la porte, déjà vêtu de son habit de soirée noir formel qui soulignait ses larges épaules et son port aristocratique, et lorsque leurs regards se croisèrent dans le miroir, elle y vit quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'admiration avant qu'il ne traverse la pièce et ne sorte de son écrin un superbe collier de saphir ayant appartenu à sa mère, le fermant autour du cou d'Eleanor avec des doigts qui s'attardèrent contre sa peau et envoyèrent des frissons le long de sa colonne vertébrale malgré sa terreur. Le trajet en voiture jusqu'à la résidence Pemberton se passa dans un flou d'encouragement constant d'Alexander et de panique croissante d'Eleanor. Mais lorsqu'ils arrivèrent et rejoignirent la file d'invités montant l'escalier de marbre, elle sentit sa main ferme et chaude au creux de son dos et l'entendit murmurer qu'elle était la femme la plus remarquable de Londres et que quiconque ne le voyait pas était un imbécile indigne de son attention. Le majordome les annonça à l'entrée de la salle de bal, et Eleanor sentit tous les yeux de l'espace scintillant se tourner vers eux alors que la conversation faiblissait, puis reprenait en une vague de chuchotements. Elle voulut désespérément fuir, mais Alexander glissa plus fermement sa main dans le creux de son bras et l'entraîna dans la pièce, la tête haute et une expression de fierté si évidente qu'elle réduisit au silence les plus proches commères. Ils se dirigèrent vers leur hôtesse, Lady Pemberton, qui avait été une amie de la défunte mère d'Alexander, et la dame âgée accueillit Eleanor avec une chaleur inattendue et un commentaire pointu, assez fort pour les auditeurs voisins, disant qu'elle était ravie que le duc ait fait preuve d'un si excellent jugement dans le choix de son épouse, ce qu'Eleanor comprit comme un soutien délibéré qui aurait un poids significatif parmi l'assemblée. Alexander lui procura du champagne et la garda près de lui, alors que diverses connaissances s'approchaient avec des félicitations prudentes, leur curiosité à peine masquée par la politesse, mais il para chaque question subtile et détourna chaque insulte voilée avec une telle autorité fluide qu'Eleanor commença à respirer un peu plus facilement. Puis, de l'autre côté de la salle de bal, elle vit Lady Catherine Ashford debout parmi un groupe de matrones et leurs regards se croisèrent un instant chargés avant que Catherine ne détourne les yeux la première, la défaite évidente dans le serrement de sa bouche et la façon dont elle tourna le dos. Lorsque l'orchestre entama une valse, Alexander conduisit Eleanor sur la piste, malgré sa protestation murmurée qu'il devrait sûrement danser avec d'autres dames de conséquence. Mais il la prit dans ses bras avec une parfaite bienséance et lui dit qu'il avait l'intention de danser chaque danse avec sa femme et de faire comprendre à chaque personne présente qu'il se considérait comme l'homme le plus chanceux d'Angleterre. Et alors qu'ils tourbillonnaient, Eleanor sentit le poids du regard de la société se transformer de jugement en quelque chose de plus proche de l'envie, car Alexander la regarda tout au long de la danse, avec une attention et une dévotion qui ne pouvaient être confondues avec le devoir. La transformation qui suivit le bal des Pemberton dépassa tout ce qu'Eleanor aurait pu anticiper, car en quelques jours, elle se retrouva à recevoir des visiteurs matinaux en quantité qui auraient été impensables quelques semaines auparavant. Des dames qui l'avaient auparavant regardée comme si elle était invisible arrivaient maintenant à la demeure des Thornhill avec des cartes et des invitations, et une curiosité à peine dissimulée pour l'épouse inattendue du duc qui avait capturé sa dévotion si évidente. Eleanor géra ses visites avec une grâce qui la surprit elle-même, ne se pavanant pas de sa position élevée, ni ne se cachant de ceux qui l'avaient autrefois méprisée, mais se conduisant avec une digne quiétude qui reconnaissait son nouveau statut tout en refusant de prétendre que le passé n'avait pas eu lieu. Elle trouva une satisfaction particulière à faire preuve de gentillesse envers les jeunes rimes qui lui rappelaient son ancien moi, les personnes discrètes et les filles négligées qui assistaient aux événements en périphérie, espérant ne pas être remarquées dans leur simplicité ou leur pauvreté. Eleanor fit des efforts délibérés pour entraîner ces femmes dans la conversation et les présenter à des gentlemen éligibles de sa connaissance,
utilisant sa nouvelle importance pour modifier les dynamiques sociales de manière modeste mais significative. Alexander observait ces développements avec une fierté évidente qui réchauffait Eleanor de l'intérieur, et elle croisait son regard à travers les salons et les salles de bal, avec une expression qui semblait transmettre à la fois de l'admiration et quelque chose de plus profond, qui faisait battre son cœur d'espoir et de confusion. Leur mariage était devenu le sujet de conversation de la saison, mais pas de la manière scandaleuse qu'Eleanor avait crainte. Au lieu de cela, les commérages se concentraient sur la spéculation de savoir si le duc avait vraiment noué un attachement ou s'il accomplissait simplement son devoir avec une grâce exceptionnelle, jusqu'à ce que, progressivement, le poids des preuves suggère le premier cas, car aucun homme ne pouvait feindre l'attention qu'Alexander portait à sa femme, ni la façon dont son visage s'adoucissait lorsqu'elle entrait dans une pièce, ni comment il semblait totalement désintéressé de toute compagnie féminine autre que la sienne. Lady Catherine Ashford était devenue une figure diminuée aux yeux de la société, son rôle dans l'orchestration du scandale du conservatoire étant devenu de notoriété publique par des canaux qu'Eleanor soupçonnait Alexander d'avoir délibérément utilisés. Et les matrones qui avaient autrefois suivi l'exemple de Catherine lui tournaient maintenant le dos, tout en élevant Eleanor comme un exemple de dignité récompensée. La confiance d'Eleanor s'épanouit comme les roses des jardins de Thornhill dans de telles circonstances changées, et elle découvrit en elle une force et une acuité sociale qu'elle ne s'était jamais connues, se déplaçant dans la société londonienne non plus comme une suppliante espérant l'acceptation, mais comme une femme qui connaissait sa propre valeur et l'estime de l'homme dont l'opinion comptait le plus. Un soir, à la soirée musicale des Sainte-Claire, Alexander prit sa main lors d'une performance de soprano particulièrement émouvante et la porta à ses lèvres dans un geste qui aurait pu sembler simplement courtois. Sauf que sa bouche s'attarda contre ses doigts, gantés plusieurs secondes de plus que ce que la bienséance exigeait, et ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient une chaleur qui lui coupa le souffle et aiguisa sa conscience de lui en quelque chose de presque douloureux dans son intensité. Le soir après la soirée musicale des Sainte-Claire, Eleanor se retrouva seule dans le salon de leur demeure londonienne, le crépuscule d'été projetant de longues ombres dorées sur le tapis persane, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, observant la rue en bas, où les voitures se passaient dans un cortège sans fin de la société londonienne, se déplaçant d'un divertissement à l'autre. Elle était si perdue dans ses pensées sur la façon dont Alexander avait baisé sa main et l'avait regardée avec une telle intensité qu'elle ne l'entendit pas entrer, jusqu'à ce que sa voix prononce doucement son nom depuis le seuil. Elle se retourna pour le trouver, l'observant avec une expression qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer, quelque chose de vulnérable et d'incertain qui semblait en contradiction avec son autorité habituellement composée, et il traversa lentement la pièce, comme s'il s'approchait de quelque chose de précieux et de fragile qui pourrait sursauter et fuir s'il bougeait trop vite. Eleanor sentit son cœur commencer à s'emballer alors qu'il s'arrêtait à une longueur de bras. Assez près pour qu'elle puisse voir les fines lignes au coin de ses yeux et la façon dont sa gorge se contracta alors qu'il déglutissait avant de parler, et quand ces mots vinrent, ils étaient si bas qu'elle dut se pencher plus près pour les entendre clairement. Il lui dit qu'il devait parler honnêtement de quelque chose qui pesait sur sa conscience depuis des semaines, que leur mariage avait commencé dans des circonstances qu'aucun d'eux n'aurait choisies, mais que quelque part dans les mois qui avaient suivi leur mariage, ses sentiments avaient subi une transformation qu'il n'avait pas anticipée, et Eleanor sentit l'air lui manquer alors qu'il continuait de parler avec une crudité qui dépouillait tout son vernis aristocratique. Alexander avoua que ce qui avait commencé comme du respect, de l'admiration et un désir de réparer une injustice s'était approfondi en quelque chose de bien plus profond, qu'il était tombé complètement et irrévocablement amoureux de sa femme, et il demanda avec une incertitude si douloureuse si elle pourrait jamais ressentir la même chose, ou si les circonstances de leur mariage
avait empoisonné toute possibilité d'affection sincère de sa part. Les murs qu'Eleanor avait soigneusement maintenus autour de son cœur pendant tant de semaines s'effondrèrent en un instant, et elle sentit des larmes couler sur son visage alors qu'elle attrapait ses mains et les pressait contre sa poitrine, où il pouvait sûrement sentir son pouls s'accélérer. Elle lui dit à travers ses larmes qu'elle avait eu peur d'espérer qu'il puisse se soucier d'elle au-delà du devoir. Qu'elle était tombée amoureuse de lui des semaines auparavant, lors de leur promenade dans les jardins de Thornhill, de leur conversation dans la bibliothèque, et à chaque instant où il lui avait montré la gentillesse et l'estime dont elle ne s'était jamais crue digne. Le visage d'Alexander se transforma avec une telle joie et un tel soulagement qu'il parut des années plus jeune, et il leva des mains tremblantes pour encadrer son visage et essuyer ses larmes avec ses pouces avant de demander, d'une voix rauque d'émotion, s'il pouvait l'embrasser vraiment, non pas comme le dictate, le devoir ou la bienséance, mais comme un homme embrasse la femme qu'il aime au-delà de la raison. Le « oui » murmuré d'Eleanor se perdit contre sa bouche alors qu'il s'emparait de ses lèvres avec une tendresse qui se transforma rapidement en une faim passionnée, et elle sentit le changement entre eux alors que leur mariage formel se transformait à cet instant en quelque chose de sauvage, de réel et d'entièrement à eux. Les semaines qui suivirent leur coante, leur confession, transformèrent le Faragant, le mariage des Thornhill, en quelque chose qu'Eleanor n'avait lu que dans les romans, un partenariat d'esprits et de cœurs qui s'approfondissait chaque jour alors qu'ils se déplaçaient dans la société londonienne, non pas en tant que duc et duchesse jouant des rôles, mais en tant que mari et femme véritablement dévoués l'un à l'autre d'une manière qui devenait impossible à dissimuler ou à confondre avec un simple devoir. Eleanor assuma pleinement sa position avec le soutien indéfectible d'Alexander, et ils devinrent inséparables dans les sphères publiques et privées, assistant ensemble à des événements où sa main se posait possessivement au creux de son dos et où ses yeux cherchaient les siens à travers les salles bondées, avec des regards qui la faisaient rougir et se sentir désirée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Ils travaillaient ensemble sur les affaires du domaine et les œuvres de bienfaisance, Eleanor découvrant qu'elle avait un talent pour l'organisation et un réel souci pour les locataires et les serviteurs, dont la vie dépendait de la générosité de Thornhill. Et Alexander appréciait si clairement sa contribution qu'il devint connu parmi leur personnel que la duchesse n'était pas simplement décorative, mais essentielle au bon fonctionnement de leur propriété. Leurs nuits devinrent des explorations de passion et de tendresse qui laissaient Eleanor stupéfaite du plaisir possible entre mari et femme, et elle se réveillait dans les bras d'Alexander, se sentant chérie, belle et digne d'une manière qui guérissait des blessures qu'elle n'avait pas pleinement reconnu porter. C'est durant cette période de bonheur profonde qu'une lettre arriva d'Inde, portant l'écriture du capitaine James Langley, et Eleanor sentit son estomac se nouer quand Alexander la lui apporta dans le salon du matin où elle examinait les menus avec l'intendante. Le visage d'Alexander était impénétrable alors qu'il lui tendait la lettre, et Eleanor l'ouvrit avec des doigts tremblants pour y trouver une longue confession qui confirmait ce qu'elle avait longtemps suspecté, mais jamais prouvé. Le capitaine Langley écrivait que sa conscience le tourmentait à travers les kilomètres et les mois depuis son départ, et il détaillait comment Lady Catherine Ashford l'avait approché avec un plan pour compromettre Eleanor en guise de vengeance pour une offense perçue impliquant sa nièce, lui offrant de l'argent et la promesse d'une promotion sociale s'il jouait son rôle dans le piège du conservatoire. Le capitaine s'excusait abondamment pour sa faiblesse et sa défaillance morale, exprimant sa honte de s'être laissé utiliser comme un instrument de cruauté contre une femme innocente, et il demandait pardon tout en reconnaissant qu'il n'avait aucun droit de l'attendre. Eleanor lut la lettre 2 fois avant de la tendre à Alexander, dont le visage s'assombrit d'une fureur protectrice
en absorbant la confirmation écrite de la nature délibérée du complot contre sa femme. Il se leva de sa chaise avec une colère à peine contenue et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, et quand il se tourna pour faire face à Eleanor, sa voix était tendue de rage, alors qu'il demandait ce qu'elle souhaitait qu'il fasse de cette information qui pourrait totalement détruire la réputation sociale restante de Lady Catherine. Eleanor réfléchit attentivement, avant de répondre. Sentant le poids de la justification, mais reconnaissant aussi que la vengeance l'obligerait à s'attarder dans le passé plutôt qu'à embrasser l'avenir, et elle dit doucement à Alexander qu'elle souhaitait pardonner au capitaine Langley pour sa faiblesse, tout en n'oubliant ni ne punissant activement le tort qui avait été fait. Alexander s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, sa colère se fondant en admiration pour sa grâce, et ils décidèrent ensemble de classer la lettre et de se concentrer plutôt sur le bonheur qu'ils avaient construit sur les cendres du scandale, refusant de laisser de vieilles blessures empoisonner l'amour extraordinaire qu'ils avaient trouvé. L'automne de 1818 apporta avec lui une découverte qui transforma le bonheur déjà profond d'Eleanor en quelque chose de presque sacré. Un matin d'octobre, dans sa chambre, elle ressentit une étrange légèreté que sa femme de chambre remarqua avant qu'Eleanor elle-même ne comprenne pleinement sa signification, et en quelques jours, le médecin confirma ce qu'Eleanor avait commencé à soupçonner avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Elle attendait l'enfant d'Alexander. Elle le lui annonça ce soir-là dans la bibliothèque de Thornhill, où ils étaient retournés pour les mois d'automne, et l'expression sur son visage lorsqu'elle prononça les mots passa de la surprise à une joie si radieuse que les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor, alors qu'il s'approchait d'elle et s'agenouillait devant sa chaise, pressant son visage contre son ventre encore plat, avec une tendresse qui lui fit mal au cœur tant elle aimait cet homme qui avait si complètement transformé sa vie. Alexander devint incroyablement plus attentif et protecteur au fil des semaines, et que l'état d'Eleanor devint évident, s'inquiétant de son confort et de sa santé d'une manière qui l'aurait agacé si ce n'était si clairement motivé par une dévotion sincère et un émerveillement face au miracle de l'enfant qui grandissait en elle. Sophia vint leur rendre visite fin novembre et resta jusqu'à la saison de Noël, sa joie face à la grossesse de sa sœur étant contagieuse et sa présence un réconfort alors qu'Eleanor naviguait entre les défis physiques et l'intensité émotionnelle de sa première grossesse, réfléchissant souvent à la façon dont sa situation avait radicalement changé en 18 mois depuis cette terrible nuit au bal des Ashford. Eleanor s'asseyait dans le salon du matin, les mains posées sur son ventre qui s'arrondissait. Observant le paysage hivernal à travers les fenêtres couvertes de givre, et s'émerveillait de la transformation de vieilles filles négligées confrontées à la ruine sociale en duchesse bien-aimée, portant le futur héritier de l'un des plus grands titres d'Angleterre, et elle reconnaissait avec une profonde gratitude que sa véritable valeur avait toujours résidé en elle, n'attendant que quelqu'un d'assez perspicace pour la voir. Sa mère arriva en janvier avec un soulagement et une fierté effusifs, qu'Eleanor trouva à la fois touchant et légèrement amusant, étant donné le désespoir antérieur de Margaret Whitmore quant aux perspectives de mariage de sa fille aînée. En regardant sa mère s'affairer aux préparatifs de la nurserie, Eleanor sentit de vieux ressentiments se dissoudre en une compréhension que les pressions de la société avaient façonné les angoisses de sa mère, tout comme elles avaient failli détruire le propre sentiment de valeur d'Eleanor. La société londonienne, qu'il avait autrefois méprisée, envoyait maintenant des cadeaux et des félicitations pour célébrer l'héritier attendu de Thornhill, et Eleanor lisait les notes effusives de dames qu'il avait snobées au bal avec un détachement né d'une sagesse durement acquise sur la versatilité de l'approbation sociale et la vacuité de la validation de ceux qui jugeaient par les apparences plutôt que par le caractère. Alexander commanda un portrait d'Eleanor enceinte ce printemps-là, voulant capturer ce moment de leur vie,
Et alors qu'elle posait pour l'artiste avec Alexander qui la regardait de l'autre côté de la pièce, elle croisa son regard et y vit le même émerveillement qu'elle ressentait à la façon dont le pire moment de sa vie avait inexorablement mené au meilleur, comment le scandale et la honte avaient été le chemin improbable vers l'amour et la sécurité, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé possible pour elle-même. Le travail commença un doux matin d'avril en 1819. Quand Eleanor se réveilla à l'aube avec une sensation de resserrement dans son ventre qu'elle ignora d'abord comme les inconforts courants de fin de grossesse, mais en quelques heures, les douleurs s'intensifièrent en contractions indubitables qui plongèrent Alexander dans un état d'anxiété à peine contrôlé alors qu'il convoquait le médecin et la sage-femme, tout en refusant absolument de quitter le côté d'Eleanor, malgré la convention qui dictait que l'accouchement était le domaine des femmes, dont les maris devaient être exclus. Eleanor trouva sa présence à la fois réconfortante et légèrement amusante, car cet homme qui commandait de vastes domaines et influençait les décisions politiques devenait presque impuissant face à sa souffrance, lui tenant la main, lui épongeant le front et murmurant des encouragements alors que les heures s'étiraient du matin à l'après-midi et que les douleurs devenaient plus fortes et plus rapprochées, jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle pourrait se briser sous leur intensité. La sage-femme les assura que tout progressait normalement, mais Eleanor n'avait jamais rien connu de si écrasant que cette force de la nature qui traversait son corps, et elle s'agrippa à la main d'Alexander avec une force qui laisserait des bleus, alors qu'elle travaillait pour mettre leur enfant au monde, tandis qu'il lui chuchotait qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue et qu'il l'aimait au-delà de toute mesure. Alors que le soir approchait et que la lumière à travers les fenêtres de la chambre devenait dorée, Eleanor donna une dernière poussée désespérée et soudain, il y eut un nouveau son dans la pièce, le puissant cri d'un nourrisson annonçant son arrivée au monde. Et la sage-femme plaça le minuscule bébé gigotant sur la poitrine d'Eleanor, tandis que le visage d'Alexander se transformait avec un tel émerveillement et une telle joie qu'Eleanor sentit des larmes couler sur ses propres joues en regardant leur fille. Le bébé était parfait, petit mais en bonne santé, avec une surprenante quantité de cheveux sombres et des yeux qui deviendraient probablement du même brun profond que ceux d'Alexander, et alors qu'Eleanor la tenait et sentait le poids chaud de cette nouvelle vie contre son sein, elle éprouva un amour si profond et si immédiat qu'il sembla dilater son cœur au-delà de ce qu'elle avait cru possible. Alexander toucha la petite main du bébé avec un doigt, sa propre main tremblante, et quand le nourrisson agrippa son doigt par réflexe, il émit un son qui était mi-rire, mi-sanglot alors qu'il se penchait pour embrasser le front d'Eleanor, puis celui de leur fille avec une infinie tendresse. Ils la nommèrent Catherine Eleanor, en hommage aux deux grands-mères, mais aussi en une réappropriation délibérée du nom pour effacer une blessure passée, le transformant en quelque chose de beau et de chéri plutôt que d'amer, et Eleanor ressentit un sentiment d'achèvement, alors qu'elle gisait, épuisée, dans le lit avec Alexander à ses côtés, et leur fille dormant paisiblement dans le berceau qu'il avait commandé des mois plus tôt. Ils formaient tous les trois un cercle d'intimité dans cette pièce calme, alors que la soirée de printemps s'assombrissait. Et Eleanor reconnut avec une gratitude écrasante que son voyage, de femme discrète et ignorée à femme scandaleuse, puis à épouse bien-aimée, avait atteint son accomplissement en ce moment où elle devenait mère, que chaque difficulté, humiliation et peur avaient été le chemin vers cette joie profonde qu'elle tenait maintenant dans ses bras. Le printemps de 1821 apporta avec lui un grand bal au domaine de Thornhill qu'Eleanor avait passé des semaines à planifier avec une confiance et une grâce qui auraient semblé impossibles à la jeune femme, incertaine qu'elle avait été à peine 4 ans plus tôt. Alors qu'elle se tenait dans la file de réception aux côtés d'Alexander pour accueillir leurs invités, elle sentit le poids de sa transformation non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. La duchesse de Thornhill,
vêtue d'une soie du plus profond saphir, les diamants de la grand-mère d'Alexander à son cou et ses cheveux sombres arrangés en boucles élégantes qui encadraient un visage non plus crispé par l'anxiété, mais radieux de contentement et de détermination. La salle de bal brillait de centaines de bougies se reflétant sur les parquets polis, et les immenses arrangements de roses blanches et de lilas qui emplissaient l'air de leur doux parfum, et Eleanor se déplaçait à travers l'assemblée avec l'aisance de quelqu'un qui s'était enfin épanoui, saluant anciens amis et nouvelles connaissances avec une chaleur sincère, tandis que ses yeux suivaient les jeunes femmes se tenant nerveusement sur les bords de la piste de danse, avec l'attention particulière de quelqu'un qui se souvenait trop bien de ce que c'était que d'être invisible. Catherine trottinait entre ses parents dans une robe de mousseline blanche avec des rubans roses, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle charmait les invités assemblés avec le plaisir inconscient d'une enfant venant de passer son 2e anniversaire. Et Eleanor regarda Alexander prendre leur fille dans ses bras avec la même tendre dévotion qu'il avait montrée depuis le moment de sa naissance, son amour pour sa femme et son enfant évident dans chaque geste et chaque regard. Eleanor se dirigea délibérément vers l'endroit où 3 jeunes femmes se tenaient ensemble près de la table des rafraîchissements, leur posture trahissant leur malaise et leur robe modeste, les marquant comme des filles de famille respectables, mais quelconques. Elle engagea la conversation avec un intérêt sincère pour leur lecture et leurs pensées sur la campagne, les faisant parler avec la même patience qu'Alexander lui avait autrefois montrée, et regardant leurs visages se transformer alors que quelqu'un d'important les voyait réellement et appréciait leurs paroles. Elle invita chacune à lui rendre visite pendant leur séjour dans le voisinage et s'assura qu'elle soit présentée à des partenaires de danse convenables, utilisant sa position pour étendre aux autres le don de reconnaissance qui avait été si transformateur dans sa propre vie, et elle sentit le regard d'Alexander sur elle de l'autre côté de la pièce, chaud de fierté et d'admiration. Un regard qui ne s'était pas estompé au fil des années, mais qui s'était seulement approfondi en quelque chose de plus profond que l'attraction initiale de leur cours. Lady Catherine Ashford était présente parmi les invités, diminuée maintenant en importance et en esprit, après qu'une série de faux pas sociaux eût érodé sa position. Quand Eleanor la salua, il n'y avait aucun triomphe dans ses manières, mais plutôt une courtoisie gracieuse qui témoignait plus éloquemment que n'importe quelle vengeance de la manière dont Eleanor avait complètement transcendé la méchanceté qui avait autrefois menacé de la détruire. La soirée se déroula entre musique, rire et le plaisir de la bonne compagnie, et tandis qu'Eleanor dansait une valse avec Alexander, leur fille les regardant en applaudissant de ses petites mains, elle réfléchit que sa victoire n'était pas sur ceux qui l'avaient méprisée, mais sur la peur et la honte qui l'avaient autrefois fait croire qu'elle méritait leur mépris, que la plus grande transformation n'avait pas été dans ces circonstances, mais dans la reconnaissance de sa propre valeur durable. Les derniers invités partirent vers minuit, et Eleanor leur fit ses adieux avec la chaleur gracieuse qui lui était devenue naturelle au fil de ses années de mariage. Mais alors que les voitures descendaient la longue allée et que les derniers échos de conversation s'estompaient dans la nuit printanière, elle ressentit un profond soulagement de retourner à l'intimité plus calme qui était le véritable cœur de sa vie. Elle trouva Alexander dans la bibliothèque, là où une grande partie de leur connexion s'était d'abord approfondie pour devenir quelque chose au-delà du devoir ou de la gratitude, une véritable camaraderie et un amour sincère. Il se tenait près des hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins éclairés par la lune, toujours élégant dans ses vêtements de soirée, bien qu'il ait desserré sa cravate dans l'intimité de cette pièce qui avait toujours été leur sanctuaire. Quand il se tourna au son de son entrée, son visage portait cette expression particulière de tendresse et d'admiration qui ne manquait jamais de l'émouvoir, même après 4 ans à la voir presque quotidiennement. Eleanor s'approcha de lui, et il prit sa main entre les siennes,
la portant à ses lèvres dans un geste à la fois courtois et profondément intime. Elle se blottit contre lui, sentant la chaleur solide de son corps et le battement régulier de son cœur sous sa joue, alors qu'ils restaient ensemble dans un silence confortable pendant un long moment. Il me semble qu'une éternité s'est écoulée depuis que nous nous tenions dans cette même pièce et que vous me montriez les livres que vous pensiez que j'apprécierais, dit-elle doucement, se souvenant de cette première période hésitante où elle avait été si incertaine de tout, y compris de sa propre valeur et de ses intentions. Les bras d'Alexander l'enlacèrent, et elle sentit son menton se poser doucement sur le sommet de sa tête. « J'avais terriblement peur que vous ne me fassiez jamais confiance », admit-il avec la vulnérabilité qu'il avait apprise à lui montrer au fil des ans. « Vous étiez si fragile alors, comme quelque chose de blessé qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque, et je voulais désespérément vous montrer que vous étiez en sécurité avec moi, que je vous voyais pour qui vous étiez vraiment. » Eleanor se tourna dans son étreinte pour le regarder. « Savez-vous à quoi je pense parfois ?» demanda-t-elle, et elle continua sans attendre sa réponse. « Je pense à cette terrible nuit dans le conservatoire des Ashford, et je ressens une gratitude presque perverse pour elle, car sans cette humiliation et ce scandale, j'aurais pu passer ma vie entière invisible. J'aurais pu accepter une offre tiède d'un homme qui ne m'aurait jamais vraiment vu. Je n'aurais jamais su ce que c'était que d'être aimé comme vous m'aimez. » L'expression d'Alexander devint féroce de sentiment. « Cette nuit a été le plus grand cadeau que le destin m'ait jamais fait. Malgré la douleur qu'elle vous a causée, dit-il. Quand je vous ai vu piégé dans ce scandale fabriqué, j'ai su que l'occasion que je cherchais depuis des mois m'était offerte. Un moyen de vous faire mienne sans la lente danse de la cour qui aurait pu ne mener nulle part, compte tenu de votre modestie et de ma propre hésitation. Je n'ai jamais regretté le début non conventionnel de notre mariage, seulement la souffrance qu'il vous a coûté avant que vous ne compreniez mes véritables intentions. » Ils restèrent ensemble, alors que l'horloge sur la cheminée sonnait 1 heure du matin, et Eleanor pensa aux enfants qui dormaient à l'étage, Catherine avec ses boucles sombres et sauvages étalées sur son oreiller, et le nourrisson James dans son berceau, à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Bien plus riche que tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ces jours sombres après le scandale. « Nous aurons d'autres enfants, » dit Alexander comme s'il suivait ses pensées, « et nous leur apprendrons à voir la valeur là où d'autres ne la voient pas, à choisir le caractère plutôt que l'apparence, à croire en la transformation et aux secondes chances. » Eleanor se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser, avec l'affection facile d'une longue intimité. Nous leur apprendrons que les jugements de la société importent bien moins que la vérité de son propre cœur. Acquiesça-t-elle, et que l'amour peut nous trouver même dans nos moments les plus sombres si nous sommes assez courageux pour l'accepter. L'après-midi d'été était chaud et doux, alors qu'Eleanor se promenait dans les jardins du domaine de Thornhill, la petite main de Catherine serrée avec confiance dans la sienne et le nourrisson. James blotti contre son épaule dans un porte-bébé que les femmes du village lui avaient montré comment fabriquer. Cet arrangement non conventionnel était encouragé par Alexander malgré les protestations de sa mère, qui soutenait qu'une duchesse ne devrait pas porter son propre enfant comme une paysanne, mais Eleanor avait appris au fil de ses années de mariage que les opinions qui comptaient étaient celles du petit cercle de personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, plutôt que celles de la vaste masse critique de la société, qui lui avait autrefois semblé si omnipotente et qui se révélait maintenant simplement bruyante. Les roses étaient en pleine floraison et leur parfum flottait lourdement dans l'air. Se mêlant à l'odeur de la lavande et de la terre fraîchement retournée, où les jardiniers travaillaient sous la direction d'Eleanor pour créer une nouvelle section consacrée aux fleurs sauvages, une petite rébellion contre la perfection formelle attendue des jardins du Caux, mais qui lui apportait une profonde satisfaction en observant les papillons et les abeilles se déplacer parmi les fleurs délibérément sauvages.
Catherine s'arrêta pour examiner une coccinelle rampant sur une feuille avec la concentration intense que les enfants apportent aux petites merveilles, et Eleanor s'accroupit à côté de sa fille, sentant James bouger et s'installer contre sa poitrine. Son poids chaud et son odeur de lait la remplissant d'un contentement si profond qu'il lui montait parfois les larmes aux yeux lorsqu'elle se permettait de reconnaître pleinement à quel point cette réalité était différente de l'avenir qu'elle avait sinistrement anticipé à 24 ans, lorsque le mariage semblait de plus en plus improbable et que le célibat se profilait comme son destin probable. Elle entendit les pas d'Alexander sur le chemin de gravier avant de le voir, connaissant sa démarche aussi bien que son propre battement de cœur après des années à guetter son approche avec l'impatience qui avait remplacé son incertitude initiale. Quand elle leva les yeux, il était là, en manche de chemise, son manteau abandonné quelque part dans la maison et sa cravate desserrée par la chaleur de l'été. Paraissant plus jeune que ses 36 ans et plus heureux qu'elle ne le soupçonnait de l'avoir jamais été dans les décennies précédant leur mariage, lorsque le devoir et la solitude avaient été ses compagnons constants. Il se pencha pour prendre Catherine dans ses bras et la petite fille poussa un cri de joie alors qu'il la faisait tourner avant de la poser sur sa hanche. Puis son bras libre entoura la taille d'Eleanor, les rapprochant pour qu'ils forment une unité familiale complète et entière dans la lumière dorée de l'après-midi. « C'est tout », pensa Eleanor sans le dire à voix haute, car les mots semblaient inadéquats pour capturer la plénitude de ce qu'elle ressentait. Comment le scandale qui avait semblé être la fin de sa vie avait été en fait la rupture violente nécessaire pour la libérer de la petite existence contrainte à laquelle on lui avait appris à s'attendre et la propulser dans cette réalité plus vaste et plus vivante, où elle était vue, appréciée et aimée au-delà de toute mesure. Elle avait été élevée en croyant que sa valeur dépendait d'une beauté qu'elle ne possédait pas et d'une fortune qu'elle n'avait pas, que sa valeur devait être méritée par un comportement parfait et un effacement constant de soi. Mais Alexander lui avait montré, au fil d'années de patiente dévotion, que sa valeur était inhérente et immuable, qu'elle avait toujours été suffisante et plus que suffisante, que le manque résidait dans la vision de la société, plutôt que dans sa propre substance. Le jardin s'étendait autour d'eux, entretenu et magnifique. La maison se dressait solide derrière eux, remplie de livres, de confort et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et au-dessus d'eux, le ciel s'arquait, bleu et sans nuages, promettant un temps clément. Eleanor comprit, avec la clarté qui vient après avoir survécu à l'obscurité pour émerger dans la lumière, qu'elle n'avait jamais été la créature inadéquate que la société avait nommée, mais plutôt une femme de force et de dignité, attendant seulement quelqu'un avec des yeux assez clairs pour la voir vraiment. Peut-être écoutez-vous cette histoire dans un moment de calme de votre propre vie, dans une saison où vous vous sentez négligé, rejeté ou jugé pour des circonstances indépendantes de votre volonté, et si c'est le cas, je veux que vous sachiez que le voyage d'Eleanor, de cette terrible nuit dans le conservatoire au jardin ensoleillé où elle se tenait avec sa famille, n'était pas simplement l'invention d'une romance, mais plutôt le reflet d'une vérité qui existe dans toutes nos vies si nous avons le courage de la reconnaître. Le monde vous dira que votre valeur dépend de qualités que vous ne possédez peut-être pas, d'une beauté qui se fane, d'une richesse qui fluctue ou d'une jeunesse qui passe, de l'approbation de personnes qui ne vous voient pas vraiment et de la validation de systèmes conçus pour n'élever qu'une poignée de privilégiés tout en rejetant les autres comme étant inadéquats ou invisibles. Eleanor a cru à ces mensonges pendant 24 ans jusqu'à ce qu'une catastrophe force la transformation et révèle ce qui avait toujours été vrai, que sa valeur était inhérente et immuable, qu'elle n'avait jamais été la créature déficiente que la société nommait, mais plutôt une femme de substance qui n'attendait que des yeux assez clairs pour la percevoir vraiment. Vos moments les plus sombres peuvent devenir vos plus grands cadeaux, bien que vous ne puissiez le voir lorsque vous êtes dans l'ombre,
et le jugement qui semble dévastateur aujourd'hui peut être la force qui vous libère d'une vie plus petite que celle que vous étiez censé vivre et vous propulse vers un avenir plus vif et plus épanouissant que tout ce que vous imaginez actuellement possible. Le véritable amour, qu'il soit romantique, l'amour des amis, de la famille ou même l'amour de soi, voit ce que les autres ignorent et valorise ce que la société rejette. Et il y a des gens dans ce monde qui reconnaîtront votre valeur même lorsque vous aurez cessé d'y croire vous-même. Tenez bon à votre dignité quand le monde est cruel. Maintenez votre grâce quand les autres n'offrent que du jugement. Ayez confiance que la transformation peut arriver en un instant, même si elle peut prendre des années à se déployer pleinement. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour de nouveaux commencements, de secondes chances ou la reconnaissance que vous avez toujours méritée. Si l'histoire d'Eleanor vous a ému, vous a donné de l'espoir ou vous a rappelé votre propre valeur inhérente, je vous invite à rejoindre notre communauté d'auditeurs qui croient au pouvoir de ces vérités, qui trouvent du réconfort dans les histoires d'individus négligés, enfin vus et appréciés, qui comprennent que les fins heureuses ne sont pas des fantasmes, mais des possibilités accessibles à nous tous lorsque nous refusons d'accepter les limites que les autres nous imposent. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de transformation et de reconnaissance, d'amour qui voit vraiment et de valeur qui ne peut être diminuée par le jugement, de femmes et d'hommes qui ont défié les attentes et ont revendiqué des vies d'épanouissement malgré les obstacles placés devant eux. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes ou vos espoirs, et votre histoire, comme celle d'Eleanor, n'en est peut-être qu'à son début. Peu importe le nombre d'années que vous avez vécues ou le nombre de déceptions que vous avez endurées. Le moment au conservatoire qui a failli la détruire est devenu la porte d'entrée vers tout ce qu'elle avait cessé d'espérer. Et votre propre saison difficile vous prépare peut-être à une joie que vous ne pouvez encore imaginer. Merci de votre écoute et puissiez-vous trouver le courage de vous voir tel que vous êtes vraiment, digne d'amour, de reconnaissance et de toute la belle transformation qui vous attend.